Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de SummerSlam du 2 et 3 août dernier. Donc exceptionnellement, je fais la review sur les deux nuits. Et donc pour ouvrir le show, on a une promo de Cardi B qui a souhaité la bienvenue à l'univers de la WWE et qu'elle est fébrile pour ce soir qui est prêt à botter. Ce soir, c'est la promesse de SummerSlam surdonnée, ils font l'histoire. Bienvenue à SummerSlam. Franchement, c'était un bon petit speech de Cardi B pour démarrer les débats et hyper ce début de show. Enfin, franchement, personnellement, j'ai apprécié comment la 2 a monté ce speech de Cardi B qui, pour moi, il y en avait besoin. Donc, je suis quand même assez heureux de voir Cardi B vraiment sur les devants de la scène. Donc, c'est plutôt cool de l'avoir de retour. Et voilà quoi, c'était assez sympathique pour démarrer le show de faire ça avec Cardi B. Donc, je suis quand même assez heureux de la revoir, même si c'était juste pour une seule nuit. Donc, voilà quoi, c'était le point positif. On va voir. Le premier match de cette première nuit, c'était Main Event Jey Uso et son cousin le OTC Roman Reigns contre Big Bronson Reed et Braun Breaker qui était accompagné de Paul Heyman. Très très bonne alchimie, très bonne qualité entre les quatre protagonistes de cette rencontre. Donc je suis quand même assez heureux comment la WWE a booké ce match. Donc c'était quand même un bon début de SummerSlam, un très très bon match par équipe pour lancer les hostilités. Forcément que la nuit 1 était un petit peu moins bien que la 2, mais c'était déjà le cas à WrestleMania. Mais là, on a quand même une guerre qui dure depuis de nombreux mois, de nombreuses semaines entre ces quatre lutteurs-là. Et on a un Roman Reigns et un Jey Uso qui, pour moi, ont fait le taf. Braun Breaker et Bronson Reed également. Franchement, on a le futur et le présent actuellement à la WWE dans ce match. Et j'ai apprécié comment ils ont monté cette rencontre avec l'équipe de Reed et de Breaker, enfin des Braun qui a eu le dessus un petit moment dans la rencontre. Donc c'était quand même plutôt cool. Avant que finalement à la fin du combat, Roman fasse un Superman Punch, arrête pour le repousser en bas du ring. Et Breaker lui a fait un tombé rapide, mais c'est un peu parti à 200 à l'heure. Finalement, on va avoir un spear en ringside de Breaker qui va tenter sur Reigns. Reigns le bloque, un Superman Punch et va enchaîner avec un spear à travers la barricade. Finalement, du coup, Reed ramène Jay sur le ring, il prépare, mais Reigns l'arrête avec un spam. Reigns et Jay font un 1D Harry. Jay le couvre, mais oui, Breaker bloque le coup. Breaker enchaîne avec un spear vers Jay, mais Reigns se sacrifie pour Jay, essaye le spear, et on casse le spear. Jay repousse Breaker du ring avec un. Jay fait un spear à Reed et enchaîne avec un splash pour le compte de 3. Donc, on va dire que la vitesse d'exécution de ce match, pour lui, on ne sait pas trop si elle est terminée ou pas, mais en tout cas, c'est une très très grosse victoire. Théoso avait besoin, vraiment besoin de se relancer. Et le fait qu'il gagne ce match par équipe avec son cousin Roman Reigns est plutôt une bonne nouvelle parce que tout simplement, ça prouve l'alchimie qu'il y a entre les protagonistes de cette rencontre. On a une très belle victoire pour Roman et Jay qui peuvent vraiment être une dream team si ça continue comme ça du côté de la WWE. Donc, je suis quand même assez heureux de le voir ainsi. C'est une bonne chose qu'ils aient gagné. Et voilà quoi, c'était vraiment le point positif de ce. Ensuite, après, on a eu le match pour le WWE Women's Tag Team Championship. Donc, Charlotte Flair et Alexa Bliss, les challengers, contre euh, Raquel Rodriguez et Roxanne Perez, les championnes. Encore une très très belle affiche par équipe. En général, quand on est à SummerSlam ou dans des gros shows comme ça, on a l'impression que la WWE fait les petits plats dans les grands. Là, on a eu une rencontre. Franchement, j'ai aimé la qualité de ce match. C'est qu'on a une alchimie et on a une équipe entre Charlotte Flair et Alexa Bliss qu'on ne s'y attendait pas forcément à voir. Donc, c'était quand même assez surprenant de les voir ensemble. Surtout qu'Alexa Bliss, c'était son anniversaire hier à elle. Donc, bon anniversaire à elle au passage. Mais quand même, il y a eu une sacrée rencontre. On a eu Bliss qui a frappé Flair par erreur lorsqu'un coup a été évité. On pensait que Flair se rangerait, mais non. Elle va faire un, euh, elle va faire un big boot à Raquel pour s'en débarrasser. Vu qu'elle voulait intervenir au moment du Sister Abigail, Flair lui fait un big boot et Liz va faire le Sister Abigail sur Roxanne Perez pour le compte
2-3. Donc on a désormais de nouvelles championnes, mais franchement, la qualité de la rencontre, la qualité du match, j'ai apprécié. J'ai bien aimé comment la 2 a monté un tel scénario avec une telle équipe. Franchement, je pensais pas que Charles Flair avec Sablis s'entendrait autant. Franchement, là, je suis heureux pour elle et c'est un mal pour un bien de les faire gagner. Mais Roxane Perez, encore une fois, j'ai envie de vous dire, elle perd un match par équipe. Enfin, ça commence à faire beaucoup. Moi, je trouve que Roxane Perez perd autant de rencontres par équipe ces derniers temps. Ils auraient pu faire attention, s'appliquer pour. Il est en plus d'être spécial et surprenant, d'une grande qualité, d'une grande classe, et c'est quand même la meilleure qualité qu'a trouvé la WWE, cette équipe-là. Bon, maintenant, il faut voir par la suite ce que ça va donner, mais ce match-là était très bon. Le début de règne est plutôt pas mal, et on a une Charlotte Flair qui est enfin championne, mais je suis surtout content pour Alexa Bliss qu'elle redevienne championne, que ça la remette sur les devants de la scène, sur la carte, donc on va bien voir maintenant par la suite ce qui va se passer. En tout cas, c'est un point positif. Passons au prochain match. Sami Zayn contre Karrion Kross. Le perdant devra avouer que son adversaire avait raison. Euh, j'ai pas trop aimé ce match. De base, pour moi, un match comme ça n'a pas sa place dans un premium live event, donc dans un pay-per-view, et surtout un pay-per-view comme SummerSlam qui est sur 2 nuits. Pour moi, ils doivent le faire sur un Raw, ou ouais, sur un Raw, vu qu'ils sont à Raw tous les deux. Donc c'est dans un Raw qu'ils auraient dû faire ce match-là, ils auraient pas dû le faire à SummerSlam. Et c'est bien dommage. Même si, bon, Karen Cross en coulisses, on sait comment c'est, et que c'était pour le mettre en avant, pour moi, ils auraient dû attendre, ils auraient dû le mettre à un autre moment, on savait très bien. Enfin, personnellement, je me doutais du résultat de ce match, dans les pronostics, je vous en avais un petit peu parlé. Malheureusement, bah, Karrion Kross, qui était en fin de contrat, c'était logique qu'il allait perdre ce match. Donc, dommage pour lui. Très belle victoire pour Sami Zayn. Par contre, lui, il enchaîne les victoires avec sa victoire lors du dernier SmackDown. Et bien sûr, le champion des États-Unis, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je ne ferai pas de review, il a tout simplement battu le toujours champion des États-Unis, mais j'y reviendrai dans la nuit 2. Je vous donnerai mon avis sur ce match. Mais en tout cas, c'est une excellente qualité de voir un Sami Zayn et un Karrion Kross vraiment sur les devant de la scène. Bon, le Elava Kick pour courir Karrion Kross et le battre une deuxième fois en pré-per-view et ça passe devant. Bravo à toi, Sami. Mais bon, j'aurais préféré le voir autrement ce match dans un autre PLE ou autre chose. Mais en tout cas, très belle victoire pour Sami Zayn dans ce SummerSlam. Et lui qui va être sur un ascendant plutôt positif, j'y reviendrai en tout cas un petit peu plus tard. C'est une très belle victoire pour Sami et j'espère que ça va en amener d'autres. Bah, ça en a amené d'autres lors du dernier SmackDown, mais j'espère que ça va pas juste être un petit push. En tout cas, c'est une très belle victoire de Sami Zayn. Suite après, on a eu le match pour le WWE Women's Championship. Jade Cargill, la reine du ring, contre Tiffany Stratton, la championne. J'ai un point à noter, c'est que ce match, pour moi, il n'a pas duré assez longtemps. 7 minutes pour un match de championnat avec deux talents aussi hors du commun, alors que la Jimmy n'avait pas forcément. Enfin, elle n'était pas très forte. Et c'est ce qui est le plus dommage, c'est que on a l'impression que c'était la première fois qu'elles catchaient ensemble et c'était bien le cas, mais ils auraient pu quand même faire beaucoup mieux et c'est un point positif, c'est que le match il a duré 7 minutes et je trouve ça bête de l'avoir fait durer 7 minutes, surtout pour un match de ce calibre-là, il a duré 7 minutes et 5 secondes. Pour moi, c'est pas assez et c'est pas un manque de respect à Tiffany Stratton. Tiffany Stratton, elle a porté pas mal de matchs et ça peut continuer dans le futur, peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas, je suis quand même assez surpris du fait que le match ait duré aussi peu de temps, quoi. Ils auraient pu faire une bien meilleure rencontre, d'une bien meilleure qualité, avec une Jade Cargill qui, finalement, là, elle part sur un, un, un prédist, un moonsault, prédist moonsault ever, avec Tiffany Stratton qui met le pied dans les cordes. Jade Cargill qui va dire à Tiffany Stratton, si t'avais pas le pied dans les cordes, le résultat n'aurait pas été le même.
et qui reviendrait pour le titre un peu plus tard. Il va falloir forcément la reconstruire, Jade Cargill, là, avec sa tenue de la Jamaïque. Mais franchement, le match, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils auraient pu le faire d'une bien meilleure qualité et d'une bien meilleure, comment dire, alchimie. J'espère qu'il y aura une autre rencontre par la suite et que c'est pas un, un- 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 et que c'est pas un manque de respect à Tiffany Stratton. Le cas de Naomi a un petit peu tout chamboulé des plans et je pense que c'est pour ça aussi que Jade Cargill a perdu, mais lui faire gagner la tournoi Queen of the Ring pour la faire perdre contre la championne. J'ai beaucoup de respect pour Tiffany Stratton et vous le savez très bien, je l'ai répété plusieurs fois dans mes reviews. C'est dommage et c'est 7 minutes, c'est pas assez. Elle a eu le Jaded qui était renversé en Rana et le Predicament Ever et Jade Cargill perd le match. On va bien voir par la suite ce qu'ils vont réserver à Tiffany Stratton et même à Jade Cargill, mais c'est quand même une bonne nouvelle de voir une Tiffany Stratton continuer de régner. Enfin, moi personnellement, ça me dérange pas, mais j'aurais aimé avoir un match d'une bien meilleure qualité. Donc on va bien voir ce qui va se passer par la suite. En tout cas, je suis heureux pour. On va dire que je suis partagé. En tout cas, c'est plutôt un point positif. Bon, entre positif et neutre. En tout cas, passons au prochain match. Drew McIntyre et Logan Paul contre Randy Orton et Jelly Roll-Up ou Jelly Roll, c'est comme vous le préférez. En tout cas, j'ai bien aimé les spots que la WWE a réservé à Jelly Roll. Franchement, je sais pas, j'ai l'impression que ce match, il a été fait pour tout simplement mettre Randy Orton sur la carte et en avant, mettre Jelly Roll en avant également. Mais il y a un mais, c'est que la WWE a pas forcément espéré escorter, escorter fait de la qualité du match un grand match. Il a été bon, hein, je vais pas vous mentir, il était d'une bonne qualité, mais il a été quand même d'une grosse qualité euh, dans le ring, quoi. Randy Orton, Drew McIntyre et Logan Paul, c'est des gros talents, hein, je vais pas vous mentir, mais on a Jelly Roll et Jelly Roll, à chaque fois qu'il réussissait un spot, il y avait sa femme dans le public qui le filmait. C'est pas de la comédie. Enfin, franchement, ils nous ont pris un petit peu pour des neuneux à certains moments et je trouve ça dommageable. C'est que pour moi, Jelly Roll, il a tout son potentiel. Il s'est quand même pris un, un frog splash de Logan Paul, je crois, à travers la table. Finalement, ça va se finir avec un Claymore kick de Drew McIntyre enfin, qui va être bloqué par Orton qui va lui faire un RKO. Et Paul va repousser Orton et faire son frog splash à Jelly Roll pour le battre. Donc c'est quand même une bonne nouvelle de voir finalement que Jelly Roll a accepté de perdre. Ça, j'en suis convaincu, que je suis heureux qu'il l'ait fait parce qu'ils auraient pu faire autrement et faire en sorte que Jelly Roll dise ah bah non, je veux pas perdre. Il y a des célébrités comme ça qui viennent et qui veulent absolument gagner lui. Ce n'est pas son cas et c'est plutôt une bonne chose et une bonne nouvelle de voir un Jelly Roll vraiment sur les devants de la scène. Je parle avec du recul parce qu'il y a de cela quelques temps, j'aurais été un petit peu plus critique, mais le fait que Drew McIntyre et Logan Paul aient gagné, c'était logique. Jelly Roll n'est pas un catcheur à plein temps et il aurait pu s'occuper du reste, enfin d'autres choses un petit peu plus tard. En tout cas, c'est une victoire pour Drew McIntyre et Logan Paul. Très belle victoire d'ailleurs. J'ai envie de vous dire, même c'est une énorme victoire pour Drew McIntyre et Logan Paul, même si c'est les rôles en face. Randy Orton reste un ancien champion du monde à multiples reprises. En tout cas, bravo à eux. Et c'est un point positif. Hein. Franchement, j'ai pas été trop déçu de cette nuit-là. Je reviendrai à la fin de cette première nuit de cette analyse. Parce qu'on est déjà au main event of the evening, le championnat du monde pour lourd. Gunther qui remettait son titre en jeu face au meilleur au monde, CM Punk. On a eu une sacrée belle opposition, une sacrée affiche. Ce match-là, il a été incroyable. Franchement, j'ai adoré ce match-là, que ce soit du début à la fin ou à ce que vous voulez. Là, on a eu un Punk qui a tout donné, même si on voit qu'il a de plus en plus de mal à catcher. Bah là, il a tout fait pour réussir dans un ring et c'était peut-être la meilleure chose à faire, c'est que CM Punk soit vraiment mis en avant face à un lutteur comme Gunther, mais quand même il y a des
petit détail à améliorer. On sait qu'il a de plus en plus de mal à catcher, qu'il s'améliore de plus en plus. Il fait des efforts CM Punk. Et Gunther a quand même eu le dessus. Il a appliqué le short shooter. Il a eu à plusieurs reprises, il a été retourné. Enfin, on a tout eu dans ce match. On a même eu Gunther qui a saigné au niveau de la tête au moment où il s'est fait taper contre la table des commentateurs. Et c'est le moment du comeback de Punk avec un elbow drop du coin. Un GTS qui tente, Gunther le renverse en slipper, mais Punk se relève et le prend en GTS et le réussit. Gunther ne tombe pas, il va lui en faire un second pour le courir. Et c'est là où on voit l'expérience de CM Punk, c'est qu'il a dû se dire, après le premier GTS, Gunther il tombe pas, on va lui en remettre un, et puis il va faire le tomber un, 2 et 3. On a un nouveau champion du monde poids lourd à ce moment-là, on se pense que la soirée va se finir de la meilleure des manières, de la meilleure des façons, et tout ce que vous voulez, mais c'était sans compter sur quelqu'un. Mais j'y reviendrai après. Je reviens sur ce match-là quand même, avec un CM Punk qui nous a fait rêver, un Gunther qui nous a fait tout autant rêver. Enfin, personnellement, j'ai beaucoup apprécié cette rencontre et comment elle a été faite. Donc, on va bien voir par la suite maintenant ce qu'ils vont faire. Mais on a quand même une belle victoire de CM Punk qui donc célèbre à ce moment-là avec le titre. Et il va célébrer en larmes, bien évidemment. Ça fait un moment qu'il entend ça. Jusqu'à l'arrivée d'une certaine personne que moi-même, j'aurais préféré qu'il vienne. À un autre moment, il va faire croire qu'il est blessé, puis il va enlever ses excuses. C'est Monsieur Money in the Bank, Seth Rollins, qui va frapper Punk avec la mallette à plusieurs reprises. Et à plusieurs reprises, pardon, je vais y arriver. Excusez-moi, c'est à plusieurs reprises qu'il le tape avec cette mallette et que CM Punk à ce moment-là il se fait littéralement avoir parce que il a gardé 5 minutes et 10 secondes de titre et je crois qu'il avait fait le coup à une autre superstar que je vous ai parlé, mais là bah Rollins hop tac coup de mallette il va dire ensuite après il va donner la mallette à l'arbitre, si je dis pas de bêtises c'est exactement cela, il donne la mallette, le contrat à l'arbitre, donc à madame l'arbitre qui est juste à côté de lui, donc j'ai plus son nom en tête à cet arbitre-là. Donc il lui donne la mallette et il va dire j'encaisse le contrat Money in the Bank. Donc l'annonceur va annoncer Seth Rollins encaisse sa mallette Money in the Bank et Seth Rollins va faire un stomp à CM Punk à ce moment précis. Et puis 1, 2 et 3, CM Punk a tellement subi dans ce match qu'il ne pouvait pas se relever d'un seul curl stomp. Le curl stomp était vraiment violent et c'était d'une évidence sans fin. Et donc, on va terminer cette première nuit sur une clim avec Monsieur Seth freaking Rollins en tant que nouveau champion du monde. C'est un mal pour un bien. On sait que Clash in Paris arrive très bientôt et que les gens n'aiment pas trop forcément Seth Rollins. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle de voir Seth Rollins repartir. Je parle bien sûr pour ceux qui l'aiment pas, bien évidemment. Pour ce qui est de la note du show, je vais mettre un bon 14 sur 20 parce qu'il y a toujours des choses à peaufiner. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de donner vos avis sur cette première nuit. Moi, je vais enchaîner avec la deuxième. Exceptionnellement, je vous ai dit que je faisais les deux nuits. Triple H qui va donc arriver sur le ring et dire que c'est le moment, notre moment. On fait tous partie du Grand SummerSlam. Et si on croyait qu'hier soir était quelque chose, on n'a encore rien vu. Alors, êtes-vous prêts? Et la foule va approuver. Franchement, j'aime beaucoup les speeches de Triple H en général et comment ils sont menés, construits par la WWE. Et franchement, j'ai apprécié vraiment cette promo de Triple H qui, pour moi, bah, il est de plus en plus fort au micro et il fait des choses que très peu de gens n'arrivent à produire. Donc, on va le féliciter pour ça, en tout cas. Donc pour ouvrir cette deuxième nuit, on a eu le match pour le championnat du monde féminin de Raw. Donc Naomi qui venait d'encaisser sa mallette Money in the Bank du côté d'Evolution qui remettait son titre en jeu contre Rhea Ripley et Io Sky. Banger absolu. Banger absolu. Enfin, attention à ce match. N'hésitez pas à le revoir si vous ne l'avez pas vu. Il a été d'une qualité exceptionnelle. On a vraiment tout eu dans ce match. On a eu Naomi qui est entrée avec son papa sur sa musique d'entrée. Ça a dû lui faire quelque chose parce que tout simplement, bah, ça n'arrive pas tous les jours.
les choses comme ça. Donc je suis quand même assez heureux et surpris d'un tel match. Et contrairement au match de la veille, il en a contrairement à l'autre titre. Donc celui de SmackDown, celui-là, il a duré 16 minutes ce match-là. Et franchement, c'est plutôt une bonne chose que la WWE ait fait un tel match et une telle durée pour ce match-là. Parce que tout simplement, les trois, elles ont une alchimie et elles ont un scénario où elles peuvent tout donner, mais vraiment, quand je vous dis qu'elles peuvent tout donner, c'est qu'elles sont exceptionnelles dans le ring. On a eu deux Rhea Ripley et Asuka qui se sont associés contre Naomi. Ça n'a pas duré très très longtemps parce que bien évidemment qu'il y a un titre et que c'est le plus prestigieux et que même s'il y a du respect, je trouve que la WWE a bien fait de faire un tel scénario avec une telle alchimie avec ces trois-là, donc c'est quand même une très très bonne chose. Une excellente chose de faire ça comme ça, avec Rhea, Naomi et Io, donc quand même assez heureux de voir Naomi championne, Io et Rhea qui ne volent pas forcément la vedette, donc on a eu vraiment un banger absolu, un banger d'une qualité que je trouve que la WWE a bien fait de le construire d'une aussi belle qualité et que peut-être qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Ça, c'est une autre histoire, mais en tout cas, dans cette deuxième nuit, qui était exceptionnelle, on a eu ce match-là qui a lancé le show sur les chapeaux de roue et qui a surtout que Naomi, elle a fait le compte sur Rhea Ripley, donc Rhea Ripley n'a plus vraiment le droit à des matchs de championnat, mais bon, vous connaissez, en tout cas, Naomi est toujours championne et elle a un très très bon décollage. C'est une très belle victoire pour lancer ce règne-là. Et on va bien voir par la suite ce qu'ils vont faire, mais je suis quand même assez heureux d'une victoire de Naomi, d'un tel scénario pour ce match-là, en tout cas. Point positif. Ensuite, après, on a eu les matchs pour les titres par équipe de SmackDown 6 Pack TLC match, donc les Street Profits, Andy Roddick et Montez Ford contre DIY, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa contre Motor City Machine Guns, Alex Shelley contre Fraction, Axiom et Nathan Fraser contre Andrade et Ray Phoenix, contre les Wyatt Six, les champions Dexter Lumis et Joe Gacy. Si vous voulez découvrir le catch et apprendre un petit peu plus à regarder le catch du côté de la double, je vous conseille vivement de regarder ce match, que ce soit les Fractions, que ce soit les Street Profits, que ce soit les DIY, les Motor City Machine Guns, les Andrade Ray Phoenix ou les Wyatt Six même. On a eu des spots du jamais eu, hors du commun, quoi. Et c'est quand même assez rare pour le souligner, c'est que les spots qui n'ont pas été vus, il fallait vraiment les faire. Donc je suis quand même assez heureux que la WWE fasse en sorte de les faire dans un SummerSlam. Et ils se sont un petit peu rattrapés de l'erreur de ne pas avoir mis ces titres en jeu du côté de WrestleMania. Mais là, franchement, les équipes que je vous ai citées, je vous dis, il y a eu des spots hors du commun. C'est un pack qui veut décrocher les titres. Ford qui se lance en haut de l'échelle et le repousse en bas. Xiom qui monte pour échanger des coups avec Ford en haut de l'échelle. Les Machine Guns qui montent dans une seconde échelle. Enfin bref, on a tout eu. Oncle Claudier qui monte sur le ring pour repousser les échelles et les catcheurs. Donc on a eu tout simplement Fraser qui s'est pris un Medieval Claw. Andrade qui fait une Sausage Bomb à travers l'échelle pour repousser Audi pour de bon. Phoenix monte à l'échelle et met la main sur mais Lumis le frappe avec Gacy monté pendant que Lumis un peu l'accès. Gacy décroche les titres. Franchement, le fait que les champions par équipe conservent leurs titres, je n'aurais pas prédit sur ça personnellement, mais ça ne me surprend pas plus que ça étant donné que les, Wyatt Six viennent de récupérer les titres il y a peu de temps et que à chaque fois les équipes veulent les empêcher de régner parce que c'est un petit peu le chaos. Là, ils vont devoir faire avec et continuer à voir les Wyatt Six régner. C'est quand même une bonne chose et je suis quand même assez heureux de voir une victoire pour les Wyatt Six. Ils en avaient besoin bien plus que ce que les gens pensaient en tout cas, donc c'est un point positif. Comme le prochain match et cette deuxième ligne. Le prochain match est la dernière chance pour le titre intercontinental sans disqualification. Si Lyra Valkyria perd, ce sera sa dernière chance pour le titre face à Lynch. Tant que Becky sera championne, en tout cas, très très belle rencontre. On avait bien vu qu'il n'y avait pas de disqualification, un match, pas de décompte à l'extérieur
tout ce que vous voulez, mais j'ai apprécié comment ils ont monté cette rencontre, comment Lyra Valkyria a pris cher. Becky Lynch aussi a pris cher, hein, je vous rassure. Les deux ont pris très très cher, mais à la fin, j'ai envie de vous dire, l'expérience, on va dire, de Bayley qui est intervenue pour empêcher Becky de frapper avec de blesser Lyra Valkyria, a eu raison. C'est-à-dire que son amitié avec Lyra Valkyria était tellement forte que finalement, Bayley qui voulait, Becky qui voulait frapper Lyra avec un pied de biche alors qu'elle avait la tête coincée dans la chaise, bah ça se fait pas trop certes, mais c'était quand même bien vu de la part de Bayley de faire le sauvetage. Finalement, le match va continuer et à la fin, on va avoir Valkyria qui va tenter son Nightwing, Lynch la bloque, Bayley veut frapper Lynch, mais elle évite et c'est Lyra Valkyria prend le coup par Lyra et on a un Mandible Slam de Becky Lynch pour donc le compte de 3 sur Valkyria. Franchement, c'était logique en fait que Becky Lynch allait gagner ce match. Enfin, personnellement, maintenant la suite, on commence à la connaître suite au dernier Raw pour Becky Lynch du côté de Clash in Paris. On verra si je fais des reviews de Raw ou pas, mais en tout cas, elle s'est fait interrompre par Nikki Bella sa célébration, mais franchement, Lyra Valkyria n'a pas trop compris l'intervention de Bayley, mais sans Bayley, elle serait peut-être absente pour une durée indéterminée, mais en tout cas, elle a été quand même assez vaillante et d'une assez bonne qualité. Maintenant, elle a pu, la 2 a pu trop loin à Raw pour elle. Est-ce que c'est le moment pour Lyra Valkyria de faire un tel scénario, une telle rencontre? Ça, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, Becky Lynch reste votre championne intercontinentale et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Elle a fait une petite promo à Raw où j'y reviendrai pour ce qui a été annoncé pour l'Euro dès demain soir, justement. Et donc, très belle victoire de la championne intercontinentale, donc Becky Lynch. Donc, point encore une fois positif. Ensuite, après, donc, on a le match pour le titre des États-Unis en cage solo Sikoa, le champion de titre contre Jacob Fatu. Encore une très très belle rencontre. En général, les rencontres avec les stipulations du côté de la 2 sont d'une très très bonne qualité. Là, on a été quand même assez servi avec le Lynch Valkyria et ce match-là qui a enchaîné derrière. Franchement, j'ai été quand même assez heureux et surpris de voir une telle déferlante, un tel scénario avec un Becky Lynch et Lyra, enfin avec un solo squad, pardon, et un Jacob Fatu qui ont pris le relais de Becky et Lyra, comme si de rien n'était. Jacob, franchement, encore une fois, il a fallu qu'il soit 4 contre 1 pour tout simplement se débarrasser de lui, c'est-à-dire que JC Matteo va ouvrir la porte de la cage, Sikoa veut sortir mais Fatu casse les menottes et arrête Sikoa. Talatonga cogne la porte de la cage contre Fatu pour le repousser et Sikoa en profite pour sortir sans l'intervention de Talatonga. Je suis pas certain que Jacob Fatu serait toujours champion des Solo Sikoa pardon serait toujours champion des États-Unis. Mais encore une fois, on a eu une sacrée belle rencontre, une sacrée belle opposition de style avec ces deux protagonistes-là. On a un titre prestigieux à la personne du titre des États-Unis et une rivalité qui dure depuis de nombreuses semaines, mois. Mais en tout cas, on a un sacré potentiel, on a un sacré Solo Sikoa et un sacré Jacob Fatu. Il a quand même pris cher Solo Sikoa dans ce match, mais encore une fois, grâce à son nouvel associé, le mastodonte, on va dire Talatonga, il va réussir à trouver le moyen de gagner ce match, mais derrière, Jacob Fatu va attaquer Jesse Matteo, enfin c'est Jimmy, pardon, il va attaquer Jimmy et Fatu va s'occuper de Matteo et Tongaloa dans la cage et il va faire un monter en haut de la cage et faire un double moonsault à Matteo et Tongaloa, mais en tout cas la victoire de Solo était logique et un peu trop peut-être prévisible étant donné qu'il est champion des États-Unis depuis très très peu de temps, mais il a quand même été surpris comment il était détruit et JC Matteo et Tongaloa. En tout cas, c'est loin d'être fini entre les deux. Je pense que ça peut être un banger à Clash in Paris s'ils font ce match-là. En tout cas, 12 minutes 40, c'est quand même très peu, mais on a eu une très belle victoire. Donc, passons au prochain match, le match pour le titre intercontinental entre Dominic Mysterio et AJ Styles.
10 minutes 40 de match, c'est encore une fois un match qui a été pour moi pas assez long, d'une pas assez grande qualité de. Enfin, il était bon, hein. On a eu quand même des feintes, un cave crusher d'AJ Styles qui va se faire enlever qui va enlever la botte Dominique. Dominique va le frapper avec sa botte et va enchaîner avec un frog splash. Et c'est là peut-être une belle victoire pour AJ, pour Dominique de battre une légende, un catcheur aussi célèbre qu'AJ Styles. Mais cette façon-là, ça m'étonne et c'est quand même assez dommageable de gagner avec un coup de botte et un frog splash. Bon, l'arbitre avait le dos tourné et je pense que la douleur est bien fait de, de faire un match d'une bien meilleure qualité, peut-être de le faire durer un peu plus longtemps, mais quand même, on a une très belle victoire et Dominique, c'est un futur grand, voire très grand champion. Moi, je ne fais pas de soucis pour lui. J'ai l'impression quand même qu'il va vraiment être au sommet dans très très peu de temps et ça m'étonnerait pas, ça me surprendrait pas de voir un Dominique aussi fort et aussi meilleur que son illustre père, en personne de Rey Mysterio. Il peut aller au sommet et, euh, et faire un truc hors du commun. En tout cas, la victoire est belle pour Dominique parce que c'est quand même un ancien champion du monde en face, et un ancien plusieurs fois champion, personne d'AJ Styles, même si je pense pas que la feud rivalité soit terminée, mais on a quand même un sacré créature en la personne de Dominique qui a gagné ce match et qui va continuer à régner. En tout cas, c'est une bonne nouvelle de voir Dominique toujours champion intercontinental et prouver tout simplement tout le palmarès et tout le caractère qu'il a ces derniers temps. Donc je suis quand même assez heureux de voir un Dominique vraiment sur les devants de la scène. Et donc après, on a eu Stephanie McMahon qui nous a annoncé pour les tennis 60 561 fans dans le stade ce soir pour un total de 113 722 fans pour les tenues qui fait de SummerSlam le plus grand de l'histoire. Euh, Petite promo assez sympathique de Stephanie. Et donc c'est une bonne nouvelle d'avoir mis cette stat-là de la part de Stephanie McMahon. Et donc, pour finir, le main event rematch de WrestleMania Undisputed WWE Championship Street Fight, Cody Rhodes, le gagnant du King of the Ring contre John Cena qui est revenu à la raison. On a retrouvé le vrai John Cena et je suis quand même assez content que la WWE ait fait un tel scénario avec ce match-là. On a eu un match, un banger absolu. Ils ont tout eu, ils ont tout fait et Cody Rhodes à la fin. Et on va dire que ça redevient l'héros que ça devait être au départ. C'est-à-dire qu'il s'est fait avoir à WrestleMania. Il a dû se reconstruire, se rebooster. John Cena, lui, était sur les devants de la scène pendant tout son return et il est redevenu gentil, le SmackDown juste avant SummerSlam. Et donc, c'est quand même une bonne nouvelle de voir un John Cena finalement perdre avec un Crossroads. Il a donc reperdu le titre sur. Un Crossroads, franchement, j'ai trouvé ça exceptionnel. Comment la joueur a monté ce match, comment il a été construit et comment ils ont fait. Franchement, chapeau bas. Il y a eu des double il y a eu des matchs. Il y a quand même eu 37 minutes 45 de match. Ils leur ont laissé le temps qu'il fallait. Contrairement à celui de WrestleMania où on avait l'impression que John Cena ne tenait pas forcément à 100%. Là, les deux se sont livrés et on a eu de matchs qu'on rêvait depuis un petit moment et donc on a eu un dropkick de Cody Rhodes comme là sur l'image que je vous ai mise où John Cena a tombé à l'extérieur du ring. Il a fait il est remonté, il a fait un tobolé en haut de la rampe et donc à chaque fois Cody Rhodes ou John Cena se relevait à 2,95, enfin, de justesse à chaque fois, c'était quand même une bonne chose, mais à la fin on va voir Cody Rhodes qui va faire le salut avec la main et un cutter à travers la table. Roy Rose va enchaîner avec un crossroads juste derrière pour le couvrir pour la plus grande, si ce n'est l'une des plus grandes victoires de sa carrière. Cody Rhodes, il a un potentiel et il a un charisme que beaucoup d'entre vous ne vous rendez pas forcément compte. Et John Cena également, qui pour l'une de ses dernières apparitions, c'était de céder le titre, de recéder le titre à Cody Rhodes. En tout cas, Cody Rhodes est donc votre nouveau champion indisputé
pour la deuxième fois de sa carrière. Et franchement, c'est une bonne nouvelle et je suis quand même assez heureux de voir un Cody Rhodes redevenir de la table des commentateurs américains. Et donc, je dirais vers Cody Rhodes McIntyre, Cody Rhodes qui va s'absenter pour un tournage au cinéma, mais en tout cas, c'est un point positif. Ça a été un très bon match. C'est la fin du show qui m'a un peu embêté. Brock Lesnar va arriver sous le choc de la foule et il va faire un F5 à John Wuto Cena. Et je trouve ça dommage. J'ai l'impression que on n'avait pas besoin de Brock Lesnar pour finir ce show. On a d'autres anciens rivales de Cena qui auraient pu venir le confronter, un AJ Styles, un Phenomenal Forum, n'importe qui. Mais non, on fait venir Lesnar. Je trouve ça un peu bébête, mais en tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour la note de la deuxième nuit, un bon 16 sur 20 parce qu'elle a été bien meilleure que la première. Donc, je vais même mettre 17. Et donc, je vais vous dire ce qui est annoncé pour le Raw de demain soir. Donc, CM Punk qui va ouvrir le show, donc kick-off ce show après s'être fait démolir la semaine dernière par le nouveau champion du monde, Seth Rollins, et Von Breaker et Bronson Reed. Roman Reigns aussi s'est fait démolir. Et il y avait un troisième catcheur, je ne sais plus, LA Knight, c'est ça, qui s'était fait démolir, lui qui avait eu un match de championnat, donc il sera présent pour parler un petit peu de la situation actuelle. Et on aura Sami Zayn, donc qui est sur une pente ascendante contre Rusev. Est-ce que Rusev, la brute bulgare, va survivre ou est-ce que Sami Zayn va créer la sensation? Il peut le battre, on ne sait pas, on verra bien ce qui va se passer demain soir du côté de Raw et sans doute que je vous ferai une review parce que j'ai retrouvé un petit peu de motivation. Je vous cache pas, grâce à l'émission de radio, enfin bref, j'en parlerai un peu plus tard. On aura également donc Becky Lynch contre Maxine Dupri, donc la championne intercontinentale qui a manqué de respect à Nikki Bella, qui risque sans doute de l'affronter à Clash in Paris, on verra bien. En tout cas, elle va affronter Maxine Dupri, elle s'est un peu embrouillée avec Natalia, mais Becky a dit je veux, je veux affronter Maxine Dupri, je veux pas t'affronter toi, donc c'est quand même assez surprenant de la part de Becky Lynch, mais on va bien voir que cette rencontre va nous donner. Et on aura également donc Naomi contre Io Sky pour le championnat féminin de Raw et la gagnante ira Clash in Paris tout droit pour affronter Stéphanie Vaquer pour le titre féminin de Raw. Ça va être une sacrée belle affiche, une sacrée belle rencontre. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, le prochain rendez-vous, c'est Clash in Paris dans maintenant 21 jours. Donc, on va bien voir, on commence à voir les constructions se faire. On va bien voir les matchs qu'on aura et comment ça va se dérouler. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Je vous ai mis le poster actuel. Vous aurez peut-être pas tous les noms, mais on verra bien. En tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle. Et on a donc le premier match officiel pour ce show, c'est John Cena contre Logan Paul. On va bien voir qui gagnera ce match et comment ils vont se débrouiller. En tout cas, c'est un point positif. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ciao, bye et à très vite.